On le sait, vivre dans la rue, être un sans domicile fixe, comme on dit, se paye cash. Problèmes de santé, troubles psychiatriques, addiction, les SDF vieillissent et meurent prématurément. Plus d'1 mort par jour en France. Selon Médecins du Monde, dans la rue, à Marseille, l'espérance de vie d'une femme ne dépasse pas 44 ans, celle d'un homme 56. Certains tiennent plus longtemps, mais alors qu'il est difficile pour les plus âgés de survivre dans ces conditions, il n'existe que 4 maisons de retraite pour les SDF âgés. La pionnière a été ouverte en 2006 à Marseille par la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. L'EHPAD Saint-Barthélemy accueille aujourd'hui 32 hommes et 2 femmes. Une prise en charge qui exige de repenser l'accompagnement de ces personnes rétives à toute contrainte sociale et qui souffrent souvent d'addiction massive. Un seul objectif pour l'équipe marseillaise, leur permettre de finir leur jour paisiblement et dans la dignité. Un reportage étonnant de Catherine Euzet, Michel Tardy et Anne-Cécile Vergniaud. J'ai pas de cigarette, Madame Lemoine, sur moi. On vous en a donné après le repas. Même pas beaucoup. Et je sais. Soir 21h, ça fait long, hein. Et oui, hein. Je sais. Je prends le café à 21h. Oui, vous mangez avant. Je mange un peu. Un peu, hein. En général, on vous en donne après le repas. Et 2 pour la nuit, après. Ouais, mais c'est pas assez, 21h, vous rendez compte. C'est jamais assez. Toute la journée passée comme ça sur le banc, hein. Drôle d'ambiance pour une maison de retraite. Depuis 2006, l'unité Saint-Roch de l'EHPAD Saint-Jean-de-Dieu à Marseille accueille des sans-abri vieillissants. Ici vivent 32 hommes et 2 femmes, issus de la grande précarité, pour la plupart d'anciens SDF, qui ont passé jusqu'à 20 ans dans la rue. À leur arrivée, ils sont abîmés physiquement et pour beaucoup dépendants à l'alcool. J'étais peintre bâtiment, au cinéma. Après, j'ai fait de la musique, batteur. Là, il y a des photos partout. Là. Alors, j'ai vécu de la rue pendant un bon moment. Et j'ai même souffert. J'ai rangé les poubelles. Dès que mes parents sont morts, j'ai plus de famille du tout. Plus de famille. J'étais tout seul. Quand on est à la rue et puis quand on se souffle la gueule, on perd toute sa dignité. On se laisse aller complètement. Alors, il se passe des choses dans la tête incroyables. Envie de voler, envie d'attaquer quelqu'un. Ouais. Après, on se trouve en prison. Là, c'est une survie. Hein. Il a fallu du temps, beaucoup de temps à Michel, qui a aujourd'hui 69 ans, pour accepter les contraintes d'une vie en communauté avec ses règles. Malgré la protection qui lui était offerte, il est reparti dans la rue une fois pour 9 jours, une autre fois pour 8 mois. C'est pour ce qui m'a pris dans la tête. Alors, je suis parti comme un dingue, j'étais énervé. Alors, j'ai recommencé à la manche pour boire. J'avais plus faim. Mon estomac était bloqué complètement. Alors, je ne mangeais plus. Et je me suis allé complètement. Hein. Je ne me lavais plus, je ne me rasais plus, j'avais une barbe incroyable. Donc au bout de 8 mois, un jour vous êtes revenu. Ouais, mais forcément, je n'en pouvais plus. Et là, maintenant, je ne bouge plus ici. Hein. Ah non. Moi, ici, je me plais parce que moi, ici, je peux me laver. Hein. J'ai mon lit, j'ai ma télé. Hein. Alors ma maison, c'est là. Quand Michel a voulu revenir ici, la porte lui était grande ouverte. L'équipe de Saint-Roch connaît bien la difficulté des sans-abri à s'enraciner. Elle a appris à faire avec et à respecter le parcours de chacun. On offre un toit, on offre de la chaleur, on offre du soin, on offre... Le fait de venir ici, ils sont aussi déracinés d'un environnement qu'ils connaissaient. Et, voilà. Et donc ils continuent à être dans... Alors ça dépend, hein. Pour certains c'est plusieurs mois. Et puis au bout d'un moment ils s'ancrent. Ils ne retournent plus du tout
certains, ils restent ici. Et pour d'autres, ils continuent à être dans cet entre-deux. Et pour leur donner envie de rester, c'est l'équipe qui s'adapte à leur drôle d'habitude. Les personnes, elles doivent aller et venir comme elles veulent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il faut toujours qu'on soit dans une posture accueillante quand elles arrivent. Après des années d'errance, la plupart des résidents ont perdu tout repère. La rue aggrave la dépendance à l'alcool, mais aussi détruit psychiquement. Certains ont mis en place des rituels qui sont autant de protections nécessaires à leur équilibre. Gérard refuse de se séparer une minute de ce caddie qu'il pousse toute la journée dans les couloirs, inacceptable dans n'importe quelle maison de retraite, sauf ici. C'est un monsieur qui est arrivé chez nous, qui a vécu dans la rue, qui a été hospitalisé il y a à peu près 1 an de ça. Comme vous voyez, il a toujours sa poussette. Et lorsqu'il a été séparé de sa poussette, il en a fait le deuil. Il était en état de souffrance, il souffrait moralement, il s'était reclus dans sa chambre, dans le noir, il refusait de manger. Voilà, c'est sa vie, quoi. Il a sa vie dans cette poussette et il ne s'en sépare jamais, jamais. Lui a énormément de mal à changer ses habitudes. Effectivement, c'est très dur pour lui. Avec les autres, on y arrive plus ou moins dans le temps. On arrive quand même à modifier leurs habitudes. Comment vous faites ? On travaille, c'est un travail de longue haleine. On établit des relations de confiance, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute. On est beaucoup à l'écoute. Donc à partir de là, ils nous observent, ils nous testent et après à partir de là, on peut mettre en place des projets individualisés et faire un travail avec eux. Ici, la confiance se construit pas à pas dans les moindres détails de la vie quotidienne, comme le ménage de la chambre de Gérard où chacun veille à ne pas être intrusif. Je laisse tout comme ça. Anne, elle ne veut pas qu'on touche rien du tout dans sa chambre. D'accord. On fait le parterre. On a fait la salle de bain pareil, on fait par terre et c'est bon. Il ne veut pas qu'on touche le... Non, il ne veut pas qu'on touche ses affaires. D'accord. Il ne touche rien du tout dans ses affaires. D'accord. D'accepter de vivre avec les autres, déjà c'est important. D'accepter que nous, on puisse leur donner des soins, chose qu'ils refusaient. Donc lorsqu'on arrive à cette prise en charge, c'est déjà une satisfaction pour nous. Après, il y a la satisfaction de les sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps. C'est important aussi. Bon, sinon, tu continues toujours à beaucoup sortir. Vadrouiller, tu vas toujours chanter dans la rue? Hein? Tu vas toujours chanter dans la rue? Je chante les feuilles mortes. Hein, à un moment, tu... Allez. Tu vois, je n'ai pas oublié. Tu allais arrondir les fins de mois en chantant dans les carrefours. Ça rappelle les souvenirs. Et les regrets aussi. Allez. Et le vent du Nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Depuis 15 ans, 3 fois par semaine, le docteur Lamontellerie assure le suivi d'une dizaine de résidents de Saint-Roch. Il connaît bien les ravages de la rue sur l'état de santé de ses patients. Vas-y, respire fort. Alors c'est certain que biologiquement, ils sont très très usés, biologiquement, souvent neurologiquement aussi, parce que le tabac au niveau vasculaire et la microvascularisation, entre autres du cerveau, c'est pas bon. L'alcool, n'en parlons pas, hein, c'est quand même particulièrement neurotoxique, donc effectivement, ils ont un vieillissement de 10 ans au moins, voire 20 ans parfois, hein, donc souvent entre 60 et 70 ans. Ils ont des états physiques de gens beaucoup plus âgés qu'on peut retrouver en maison de retraite habituelle en fait. La rue abîme et s'y soigner est impossible. De par leur mode de vie, énormément d'antécédents infectieux, tuberculose, mais pneumopathie, infections cutanées, résipèle, abcès, lésions cutanées banales au départ, hein, dermabrasion, mais mal soignées, donc surinfectées. Énormément d'antécédents traumatiques aussi, donc je pense que leur mode de vie fait que ils sont plus facilement renversés par des voitures, ils tombent plus facilement, ils ont une espérance de vie diminuée d'au moins 10 ans. Difficile de survivre dans la rue. Michel, résident depuis 8 ans, en sait quelque chose. Il a travaillé toute sa vie et s'est retrouvé à la rue après une rupture et une descente aux enfers alcooliques.
J'ai été garçon de café jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. Et après, j'ai fait concierge dans une résidence. Là, j'étais marié à l'époque. Et après, on a divorcé. Et je me suis mis à picoler. Voilà. L'alcool a fait que je ne pouvais plus assumer, quoi. Quand j'ai plus de sous, je me suis retrouvé à la rue, assis sur le trottoir en train de picoler toute la journée. Voilà. C'est tout. Michel est arrivé ici à 60 ans, en très mauvais état de santé, les artères bouchées. Il va bien aujourd'hui, mais un cardiologue vient régulièrement à la maison de retraite assurer son suivi. Eh ben c'est parfait, monsieur Garanti. Ça va. La tension est bonne, l'électro est normal. Il faut continuer le même traitement. Tout va très bien. Voilà, il est en pleine forme. Allez, monsieur Garanti, à la prochaine. Hein. Allez, à la prochaine. J'ai dit, bon, mais dès que je rentre ici, l'alcool terminé. Les premiers temps, c'était très dur, très très dur. Maintenant, je m'autorise, quand je vais chercher les cigarettes, 2 pastilles, c'est terminé. Avant, j'en buvais 25. Combien 25. C'est plus pareil, quoi. Moi, avant, je faisais marathons, des semi-marathons, j'ai fait toutes les courses aux alentours, les courses à pied, là. Et quand je me suis mis à picoler, maintenant, je suis obligé de marcher avec une béquille, quoi. Et encore, en arrivant ici, je marchais avec 2 béquilles. C'est l'alcool qui m'a tué. Jadis strictement interdit dans l'établissement, l'alcool est aujourd'hui intégré dans la prise en charge des résidents dépendants. Ils ont le droit d'en consommer à petite dose pour éviter les alcoolisations massives à l'extérieur et la violence à l'intérieur. Donc les résidents souvent arrivaient le soir à table très très alcoolisés. Les soirées ici, ça pouvait être très très difficile et c'était violent, ça l'est plus. Face à cette violence et à l'échec des tentatives de sevrage, l'équipe a décidé de remettre en cause sa pratique, une remise en cause radicale et innovante. Fort de ces réflexions, fort de rencontres qu'on a fait avec des spécialistes aussi en addictologie, que ce soit anthropologue ou psychiatre aussi, on a essayé de modifier l'approche qu'on avait des gens qui consommaient énormément d'alcool. Déjà de ne plus les stigmatiser en tant que consommateurs d'alcool, bien comprendre qu'ils étaient des gens malades. Donc on ne stigmatise pas les malades déjà. Et en plus, on a essayé d'avoir une approche à double entrée qui était on peut vous aider à gérer vos consommations, vous courrez moins de risques et en même temps vous aurez des comportements plus adaptés à la vie en collectivité. Voilà, donc ça a été un bouleversement qui dans l'institution a généré beaucoup de discussions. Les soignants, les médecins ont du mal à autoriser quelqu'un à boire alors qu'on sait très bien que c'est l'alcool qui est en train de le tuer. Un bouleversement qui a porté ses fruits. Bernard est handicapé à 50% après un accident du travail. Quand il est arrivé ici, il sortait constamment pour s'alcooliser. Au début, quand je suis arrivé, moi, deux fois, les pompiers m'ont ramassé dans l'extérieur. Ils m'ont ramené à l'hôpital, là-bas. À l'arcade, toujours le même endroit. Éclaté. Depuis que l'alcool est toléré, Bernard a diminué sa consommation et surtout, il ne se met plus en danger. J'achète la bouteille à l'alimentation et je reviens avec la bouteille. Je la mets dans le frigo et puis après, elle me sert pour des fois 2 jours. Voilà, je vais juste manger un peu, je reviens, je ne sors pas de la chambre. Je bois mon petit coup tranquille, de temps en temps, je regarde la télé. Voilà. Anne-Sophie, aide-soignante depuis 30 ans, a connu les 2 époques, l'interdit drastique et la tolérance. S'ils consomment à l'extérieur, il fallait aller les chercher dans des états pas possibles. Donc ça, on leur a bien expliqué, qu'il valait mieux qu'ils consomment dans leur chambre pour être en sécurité. Certains l'ont très bien compris et ils le font.
Donc à ce niveau-là, on a évolué, les choses ont évolué. On n'est plus là à aller fliquer, regarder dans leur sac, ouvrir leur placard, c'est fini. Ça crée des situations de confiance. Voilà. On est moins confronté à ces situations de violence. C'est beaucoup plus détendu là. L'équipe de Saint-Roch est une équipe pionnière qui a su s'écarter du dogme pour mettre en place une approche plus compréhensive des grands blessés de la vie que sont les SDF. Apparemment adaptée puisque ces grands errants s'installent durablement ici. Un ancrage qui surprend même le psychiatre qui suit de nombreux résidents. J'ai plusieurs exemples étonnants de gens qui ont trouvé vraiment, que je trouve considérablement amélioré. Il y a quelque chose, une façon d'être à côté du patient et du patient psychotique souvent, qui donne des résultats au-delà même des traitements et des thérapies. Ici, c'est peut-être pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Ça, c'est encore les cigarettes de monsieur. Merci. Allez. Allez, bon après-midi. Au revoir, madame. Ici, c'est considéré comme un domicile. Donc on peut fumer. En clinique et dans les hôpitaux, c'est strictement interdit. Donc la question du tabac, par exemple, qui est une liberté aussi, permet d'instaurer plus facilement des liens de permissivité, de confiance, à partir desquels on peut tisser des relations médicales plus solides. On ne vous laisse pas fumer partout, dans les couloirs c'est interdit, en salle à manger c'est interdit. Je sais bien, on me dit d'aller dans la chambre ou dehors. Dehors on n'a pas pu aller ce matin, il pleuvait. C'est vrai. Je te laisse. D'accord. Allez, à bientôt. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Saint-Roch est devenu leur chez eux et ils sont libres d'aller et venir à leur guise. Mais certains éprouvent toujours le besoin de retrouver leur liberté, celle de la rue, pour quelques heures ou quelques jours. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude dans le service. L'équipe est sans nouvelles de Pascal, qui, contrairement à ses habitudes, n'est pas rentré hier soir. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est cardiaque, c'est quelqu'un qui en ce moment présente un peu des troubles de la mémoire et c'est aussi quelqu'un qui n'a absolument pas l'habitude de ne pas rentrer. Alors il a effectivement cette habitude tous les lundis, tous les vendredis où il part et où il va en ville comme il dit, mais il rentre tout le temps. Voilà, donc dans ce cas-là on va dire que c'est quelque chose qui est inquiétant. Voilà, donc on part à sa recherche. 2 photos. Vous faites un peu le tour des commerçants autour. Un employé est envoyé à sa recherche en centre-ville. Ok, merci beaucoup. Muriel, vous appelez toutes les urgences des hôpitaux et vous demandez s'ils ont accueilli quelqu'un du nom de Philibossian Pascal. Olivier Quenette, le directeur de la maison de retraite, vient aux nouvelles, un peu inquiet de cette absence inaccoutumée. Heureusement, le suspense ne durera que quelques heures. Pascal vient d'être retrouvé devant une épicerie de son ancien quartier. Il est là-bas, avec la casquette. Merci beaucoup. Bougez pas, monsieur Philibossian. Eh bien alors, je vous présente la famille. Ils sont gentils, hein. Allez, on rentre à la maison? Ouais. On va manger un morceau, parce que j'ai faim, moi. Non, c'est eux qui m'amènent. On vous a cherché partout. Oui. On a mené l'enquête comme la police. Ah oui? Et téléphone ici, et téléphone là. Je vais sortir le carnet. Ouais. Bon, ça va. Alors. Sortez le carnet. Depuis quelle heure vous êtes là? Hein? Depuis quelle heure vous êtes là? Eh bien, j'ai été voir ma soeur ce matin. Vous avez été voir votre soeur? Et après, je suis venu ici. Vous sentez fatigué ou pas, là, monsieur Philibossian? Non. Non, pleine forme? Allez, on y va, alors. Menu Moicard, il est venu au magasin ici, chez nous, chez moi. D'accord. Il est resté jusqu'à la fermeture du magasin. J'ai fermé à 1h du matin. Il est resté dans la cage d'escalier, dans l'immeuble. D'accord. Jusqu'au matin. Ok. Bon. Ben maintenant, c'est aussi... Je voulais le faire dormir chez moi, mais il fait pipi sur lui et j'ai pas voulu. Oui, non. Il a sa pension, 1 000 € de retraite, d'après ce qu'il m'a dit. Oui. Il m'a dit, je touche pas ma retraite. Ils me prennent mon argent. Il est dans une maison de retraite, en fait. Et une maison de retraite, ça coûte 2 500 € par mois. Et en fait, il les a pas.
il ne peut pas payer 2500 € par mois. Donc en fait, le conseil général lui prend la retraite, rajoute les 1500 € qui lui manquent pour pouvoir rester dans la maison de retraite. Et le conseil général lui reverse 20 € par semaine. 2, 3. Impeccable. Très bien, 14-8. Bon? Ouais. Vous allez manger là. Je vous apporte le traitement. D'accord? Je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. À moins de 50 ans, les gens meurent dans la rue. Ces gens-là, ils ont eu une capacité à s'adapter, à se battre, à vivre. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps comme je joue de la vie. Allez, ça va jouer. Je repasse, hein? Je reviens. Vous voulez un petit café? Oui. Oui, comment allez-vous? On peut aller. Vous êtes bien ici? Oui. Hein? Il n'y a que les chiens qui vous manquent. Vos petits chiens. C'est un grand jour pour Michel, 75 ans, arrivé en urgence à Saint-Roch en septembre 2012. Aujourd'hui, ce nouveau pensionnaire va rendre visite à ses chiens. Les chiens avec lesquels il vivait avant, dans un vieux préfabriqué de Port-de-Bouc, dans une très grande précarité. Vous me parlerez des chiens, hein, jeudi? Et ce qu'on savait, c'est que ce monsieur avait 2 chiens et qu'il laissait ces 2 chiens chez son voisin. Voilà. Et dès qu'il est arrivé, au bout de 2-3 heures, il a commencé à demander des nouvelles de ses chiens. Voilà. Et donc, en fait, depuis qu'il est là, on l'accompagne chez son voisin pour qu'il aille voir ses chiens et pour les choses qui le rattachent en vie, au monde et qui illuminent son visage. Il est là, mais on ne peut pas le couper non plus de sa vie d'avant. Renato Grandi était le voisin de Michel. C'est lui qui a recueilli ses chiens. C'est lui aussi qui l'a aidé à survivre et à remuer ciel et terre pour qu'il soit pris en charge. Athos. Allez. Alors. Ah, c'est Ayoud. Ils sont là. Ayoud. Athos. Athos. Ayoud. Ça, c'est ses petits-enfants. Ah, il était abandonné carrément, hein, parce que tout le monde me disait oui, on s'en occupe, mais ça avançait pas, quoi. Et les jours passaient, et je ne pouvais pas, moi, attendre et le voir dépérir comme ça, quoi. Vous le connaissiez depuis combien de temps? Bah, ça fait des années, hein, ça fait combien? 30 ans? 38 ans. 38 ans? Oui, mais c'était mon voisin, là. On faisait le jardin, ça. Moi je faisais le jardin de mon côté, et lui il faisait son jardin de l'autre. Et à travers le grillage, on discutait, enfin, voilà, on dialoguait. Venez vous mettre là, monsieur. Là c'était son fauteuil, où il était toujours assis. Certainement quelqu'un est venu pour piller, là. Hein. D'accord, ouais. Vous voyez un peu. Lorsqu'il était valide, ça allait encore, mais c'est lorsqu'il est devenu impotent, et ben ça a été sa catastrophe, quoi. Vous voyez, c'est tout. Hein. Il aimait bien le vin. Il prenait carrément le cubi et il buvait au cubi. C'était un peu le merdier, quoi. Il mangeait dans les gamelles de chiens, c'était plus un homme, quoi, c'était l'homme préhistorique. Il y a 2 ans, il y en a un de ça, l'hiver était vraiment froid. Hein. Vous savez comment il se chauffait? Il était couché et il se mettait les chiens un de côté, un de l'autre et se chauffait avec les chiens. Ah ouais. Il a travaillé quand même, hein, il a travaillé en usine et tout, hein, mais après, alors, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est marginalisé et il s'est laissé aller à l'abandon comme ça. Là. Il a dressé à Ayoud, pas obéissant. Moi, je sais que l'essentiel, c'était qu'il soit placé de manière à ce qu'il soit nourri convenablement, soigné et traité comme un être humain. Heureux d'avoir vu ses chiens, Michel rejoint la fête qui réunit tous les pensionnaires de la maison de retraite. Pour lui, la vie continue. Mais au 3e étage, un homme est mort. L'équipe l'a accompagné jusqu'au bout avec beaucoup d'affection. Un avis a été affiché sur les murs du service pour informer les pensionnaires de son décès.
C'est là qu'il est mort. Monsieur, la résidence, quoi. C'est le destin. Nous aussi, on va partir comme ça. Non. Ils font tous partie d'une communauté de vie. Cette communauté, c'est la communauté, c'est Saint-Roch. Et c'est important pour nous de les accompagner de l'autre côté, le plus sereinement possible. Je suis satisfaite qu'il ait eu ces derniers jours ici, quoi, avec nous. Il n'est pas parti à l'hôpital, il est parti ici. Il n'est pas parti seul. Nora, vous avez été le voir combien de fois et vous lui avez donné combien de fois à manger? Plusieurs fois. Les dernières semaines, j'ai été le voir pratiquement tout le temps. Donc voilà, je l'ai assisté jusqu'à la fin. Là, jusqu'à son dernier souffle, malheureusement. J'ai pu lui donner tout ce qu'il aimait jusqu'à la dernière minute, même si ce n'était pas trop possible. Fumer, boire le café, c'est ce qu'il aimait le plus. Ils n'ont pas de famille, ils ont que nous comme famille. En général, oui, ce sont les aides-soignantes qui nous accompagnent jusqu'au bout. On les a suivis en amont, donc on les suit après. On est là jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, on les suit. Jusqu'au bout, en effet. Cet homme n'avait aucune famille et ce sont elles qui vont trouver les mots pour ce dernier adieu. Monsieur, c'est le temps de se dire au revoir. Monsieur, une silhouette dans le parc. Une silhouette que l'on reconnaissait facilement car votre pas était lent. C'était le pas du promeneur, de celui qui avait le temps. Vous êtes parti comme vous avez vécu ici, en toute discrétion. Au revoir. C'est ici, dans ce qu'on appelle le carré des indigents, que sont enterrées les personnes démunies et sans famille. Georges n'avait plus personne, mais pour Gundo Camara et Anne-Sophie, il était l'un des leurs.